Madame la Ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, Mesdames, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis. Bienvenue, Madame la Ministre, devant les représentants nationaux, régionaux, départementaux de l'UDP et de ses organisations membres qui ont la mission de représenter les 2 300 000 entreprises artisanales, commerciales et libérales. Les entreprises que nous représentons ont un formidable potentiel en termes de formation des jeunes, d'aménagement du territoire, de création d'entreprises et d'emplois. Pour que ce potentiel s'exprime, nos entreprises ont besoin d'un environnement fiscal, social, réglementaire, adapté à leur fonctionnement. C'est pourquoi nous avons fondé beaucoup d'espoir dans la loi Pacte, portée par le ministre de l'Économie et des Finances. Nous restons optimistes sur l'atterrissage final de ce texte, même si, pour l'instant, les débats en commission et les positions défendues dans ce cadre par le gouvernement nécessitent, sur certains points, des modifications importantes. Nous l'avons dit et répété à de nombreuses reprises au Président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Économie et des Finances, nos entreprises ont des spécificités liées en particulier à leur taille. Nous ne sommes pas des entreprises moyennes, ni des ETI, et encore moins des entreprises du CAC 40. Ce sont des entreprises à taille humaine, le plus souvent familiales, dans lesquelles le chef d'entreprise exerce un métier et assume l'intégralité des risques. C'est pourquoi, contrairement à ce qui nous a souvent été dit à Bercy ou à la Chancellerie, la forme sociétaire ne répond pas aux caractéristiques de nos entreprises, puisque la majorité d'entre elles, qu'elles soient commerciales, artisanales ou libérales, sont sous forme d'entreprises individuelles. De ce fait, et même si des progrès ont été faits, la protection du patrimoine est moindre que pour les sociétés. Et surtout, les bénéfices réinvestis dans l'entreprise sont assujettis aux charges fiscales et sociales, ce qui est totalement aberrant en termes de développement économique. Nous avons obtenu, il y a quelques années, la création de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, l'EIRL, qui permet justement de répondre à la question de la protection du patrimoine et d'établir une égalité de traitement avec la forme sociétaire, avec la possibilité d'opter à l'impôt sur les sociétés. Mais le formalisme et les coûts ont empêché le développement de ce nouveau statut. Il semble que nous ayons enfin été entendus, puisqu'un amendement a été adopté par la commission spéciale qui simplifie toutes les formalités de création d'une EIRL et son coût. Nous souhaitons donc que l'EIRL devienne le statut de référence pour tout créateur d'entreprise en nom propre. Nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour que cette disposition sur l'EIRL figure dans la loi qui sera adoptée définitivement par le Parlement. Une autre caractéristique de nos entreprises que j'ai déjà évoquée, c'est le caractère familial. Ainsi, très souvent, les conjoints travaillent dans l'entreprise, mais ils sont encore nombreux à ne pas être déclarés. Dans la majorité, le conjoint est une femme. Nous l'avons dit au Président de la République, qui fait de l'égalité femmes-hommes une priorité de son mandat. La première violence aux femmes faite dans nos secteurs, c'est qu'elle n'ait pas de statut. De nombreux députés ont été sensibles à cette question, mais leurs amendements ont été rejetés au prétexte qu'il aurait un impact sur les finances publiques. Aussi, c'est avec une grande satisfaction que j'ai appris cette nuit que le gouvernement allait lui-même déposer un amendement qui permettra enfin de protéger tous les conjoints, et je pense en particulier aux femmes qui contribuent à la réussite de nos entreprises. Et là, je veux remercier nos collègues de l'UDP, Catherine Fouché et ses collègues, qui, au sein de la Commission sociale, depuis de nombreuses années, militent sur ce sujet. Et là encore, Madame la Ministre, nous comptons vivement sur votre soutien pour que cette disposition aboutisse. Un sujet qui a fait débat lors de la préparation du projet de loi Pacte, c'est celui des seuils. En supprimant le seuil fiscal de 20 salariés, le gouvernement confirme, s'il en était besoin, que les contraintes réglementaires dissuadent nombre de chefs d'entreprise de faire croître leur activité au-delà des seuils qui induisent de nouvelles obligations. La suppression du seuil de 20 salariés doit nécessairement, en ce qui nous concerne,
s'accompagner de la suppression du seuil de 10 salariés, qui concerne la majorité de nos entreprises. Il faut, Madame la Ministre, nous simplifier la vie. Des formalités telles que l'obligation d'information des salariés en cas de vente de l'entreprise, c'est la disposition de la loi Hamon, ou encore la déclaration des bénéficiaires effectifs, s'avèrent totalement inappropriées pour nos entreprises. Et pour le moins, il est indispensable pour les bénéficiaires effectifs d'adapter le coût de cette formalité à la taille de l'entreprise. J'ai d'ailleurs, avec le représentant des greffes des tribunaux, sur ce sujet, eu un entretien la semaine dernière et ils sont d'accord pour que ce coût puisse être modulé en fonction de la taille des entreprises. Concernant la communication de l'artisanat, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure. Suite au vote de la loi de finances 2018, un coup d'arrêt brutal a été mis à un dispositif apprécié de tous, permettant de valoriser les métiers de l'artisanat. Le projet de loi envisage la création d'un outil permettant de répondre à notre volonté de communication sur les métiers de l'artisanat en cohérence, et j'insiste là-dessus, avec la loi Avenir professionnel, qui met l'accent sur le manque de connaissances, en particulier des jeunes, sur les nombreux métiers que nous représentons. L'article, tel qu'il est rédigé, aujourd'hui ne nous garantit pas la possibilité de mise en œuvre de cette disposition. Nous souhaitons donc qu'il soit amendé. N'oubliez pas que le seul moyen pour nos plus petites entreprises d'accéder aux grands médias, c'est la mutualisation. Enfin, il serait dommage que cette loi, dont l'objectif est de passer un message positif aux entrepreneurs, soit atténuée par la décision actuellement maintenue de la suppression du stage de préparation à l'installation dans l'artisanat. Je le précise, qui a déjà fait l'objet, sous l'impulsion du président de la République, lorsqu'il était ministre, d'une réforme en 2016, prévoyant que tous ceux qui ont des connaissances considérées comme suffisantes en gestion d'être exemptés de ce stage, alors que le coût quasi ridicule, 194 € pour une semaine, est presque toujours pris en charge par les différents dispositifs d'accompagnement. De laisser des hommes et des femmes prendre des risques inutiles, tout le monde reconnaissant que l'accompagnement est la clé de la réussite de l'entrepreneuriat. Et on évoquait tout à l'heure avec 2 parlementaires ce sujet, nous sommes, avec la PCMA, tout à fait disponibles pour regarder avec vous comment on peut améliorer ce stage, comment on peut faire qu'il soit à la fois encore plus qualitatif et plus enclin à la réussite des entrepreneurs, mais ne croyons surtout pas qu'on peut continuer à mettre des hommes et des femmes en créateurs d'entreprise alors qu'ils n'ont absolument aucune idée de ce qui les attend, avec le risque énorme d'avoir un nombre de défaillances tout à fait considérable. Et sur ce sujet, Madame la Ministre, pas de votre part, mais un certain nombre de personnes agissent plutôt sur l'idéologie plutôt que sur la raison. Et donc, soyons raisonnables sur le sujet. Il y a déjà eu, en 2014, en 2016, une demande des différents gouvernements pour arrêter ce SPI. 2 fois, le Parlement a réussi à s'opposer au gouvernement. Je ne souhaite pas qu'il y ait une opposition entre le gouvernement et l'opposition. Je souhaite que le gouvernement soit sur ce sujet ouvert et qu'on puisse trouver une solution qui soit une solution de sagesse. Enfin, alors que le gouvernement, et nous le soutenons dans cette action, souhaite baisser les charges des entreprises, je l'ai dit il y a quelques minutes, et simplifier leur vie, vous comprendrez aisément notre incompréhension sur le fait que le prélèvement à la source doit être réalisé par nos entreprises. Je l'ai dit également, Gérald Darmanin est venu débattre longuement avec nos collègues du Conseil national la semaine dernière, et les annonces qu'il a faites, nous sommes d'accord avec ce qu'il nous a proposé. Il faut encore aller plus loin, en particulier sur le coût pour nos entreprises. Voilà, Madame la Ministre, Mesdames et Messieurs, nos entreprises sont dans une attente réelle et dans l'espoir qu'enfin, elles pourront apporter à notre pays leur énergie, leur confiance et leur talent au bénéfice de la croissance et de l'emploi. Merci de leur apporter votre soutien et celui de l'ensemble du gouvernement. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci Alain. Merci Alain Griset. Nous écoutons maintenant Madame la Ministre Delphine Gény-Stéphane. Merci à vous. Monsieur le Président, cher Alain Griset, Mesdames et Messieurs, chers amis,
Je suis extrêmement heureuse de vous retrouver ce matin et merci de votre invitation à participer à ces rencontres de l'U2P. D'abord, je sais le gisement d'emploi, de croissance que vos métiers, artisans, commerçants, professions libérales, représentent pour la vitalité économique de la France et de tous nos territoires. Et ensuite, parce que cette visite, comme vous l'avez bien indiqué, intervient dans un contexte particulier qui est celui de la discussion de la loi Pacte, actuellement, qui entre dans le vif du sujet au Parlement. Cette loi Pacte, vous la connaissez bien. Bruno Le Maire est venu vous en présenter l'esprit et l'ambition à cette tribune il y a maintenant un an. Son ambition, c'est lever tous les obstacles qui freinent les énergies françaises, qui font que nos entreprises restent trop petites et sont freinées dans leur développement. Toutes les enquêtes le montrent, l'esprit d'entreprise, il est extrêmement vivant dans notre pays, mais encore faut-il cesser de le décourager, de l'entraver, comme on semble parfois s'y être employé depuis des années. C'est ce à quoi nous travaillons depuis un an avec l'U2P, avec toutes les organisations professionnelles, avec les parlementaires, avec les nombreux entrepreneurs issus de tous les territoires que nous avons associés à l'élaboration du pacte. Parce que cette loi, je le rappelle, c'est d'abord une méthode, c'est la méthode de la co-construction. Je viens moi-même de l'entreprise et si j'ai bien une conviction, c'est que l'on ne peut pas faire une bonne loi économique sans associer étroitement les premiers concernés. Alors évidemment, dialogue et concertation ne veulent pas dire que nous sommes toujours d'accord sur tout. Il reste des points de désaccord, comme la suppression du caractère obligatoire du stage de préparation à l'installation des artisans, qui a été voté la nuit dernière par les députés. Je sais que beaucoup parmi vous s'inquiètent d'une perte de ressources pour les CMA et de risques pour les nouveaux artisans qui s'installent. Mais pourquoi obliger le détenteur d'un CAP qui valide des compétences professionnelles à suivre une deuxième formation qui lui coûte de l'argent et retarde le moment de son installation? Le même créateur d'entreprise, s'il décide d'ouvrir un simple commerce, n'aura pas cette obligation. Nous croyons à la liberté et à la responsabilité. Liberté de choix pour les nouveaux artisans et liberté tarifaire pour les CMA. Nous croyons à l'utilité de la formation, à l'utilité des stages dans certaines circonstances. Mais nous pensons que les créateurs d'entreprises dans le monde de l'artisanat sont aussi responsables que dans les autres secteurs et peuvent choisir les formations qui leur conviennent le mieux au moment qui leur convient le mieux. Certains artisans voudront continuer à suivre cette formation parce qu'ils la jugent importante pour leur projet professionnel et les chambres des métiers et de l'artisanat continueront à la proposer. Mais il semble important de supprimer le caractère contraignant tout en travaillant de façon très ouverte sur le contenu de ces stages et sur la façon dont sont accueillis les créateurs d'entreprises dans les CMA. Et c'est évidemment un engagement que prend le gouvernement de travailler à ce rôle d'accompagnement, de le renforcer, de le rendre plus efficace et d'en discuter de façon très ouverte. Le dialogue, c'est aussi des avancées concrètes sur vos attentes. Vous avez évoqué la promotion de l'artisanat et donc le financement de cette promotion. Je pense que c'est un des premiers sujets sur lesquels on m'a alerté lorsque je suis arrivée au ministère. Et donc, je vous confirme que les équipes du ministère de l'Économie et des Finances ont travaillé sans relâche pour trouver des solutions. Et si nous avons travaillé sans relâche, ce n'est pas pour trouver des solutions qui ne marchent pas. Donc, nous voudrons des solutions qui fonctionnent pour le financement de la promotion de l'artisanat. Donc, si des sujets techniques demeurent, nous sommes évidemment disposés à continuer à travailler pour que cette solution fonctionne. Moi-même, j'ai lancé avec Bernard Stalter aussi une expérimentation de façon très concrète dans les territoires, dans 3 territoires en France, pour promouvoir les métiers de l'artisanat en mettant autour de la table tous les acteurs concernés. Et de premiers résultats sont déjà visibles. Je pense qu'il faut continuer à travailler, il faut déployer toute son énergie pour que ces métiers soient mieux connus, mieux reconnus des élèves, mais aussi des professeurs, mais aussi des chefs d'établissement et des parents.
J'en viens aussi au sujet du statut du conjoint collaborateur. Ça a été évoqué dans votre discours, mais vous avez aussi été taquiné par Audrey Pulvar. Et donc, je souhaite rendre à César ce qui appartient à César. Ce n'était pas une mesure initialement envisagée dans la loi Pacte. Et donc, c'est en prenant en compte vos préoccupations que nous avons travaillé main dans la main pour y répondre et introduire une nouvelle disposition qui sera proposée par amendement par le gouvernement. 25% des responsables de vos entreprises travaillent avec leurs conjoints à temps partiel ou à temps complet, et près d'un tiers de ces conjoints ne sont protégés par aucun des 3 statuts existants. Cette situation crée des risques importants pour vous, des risques pénaux, des risques de requalification en salariat de l'activité du conjoint, avec paiement de cotisations sociales majorées, de pénalités, contentieux en cas de divorce. Et cette situation protège mal, évidemment, les conjoints, qui sont très majoritairement des femmes. La solution que nous avons trouvée avec vous, et que le gouvernement soumettra dans quelques heures, c'est d'obliger à déclarer l'activité du conjoint dans les formulaires de création d'activité et de considérer le statut de conjoint salarié comme le statut par défaut. C'est un exemple très précis de la co-construction que nous mettons en œuvre, et c'est l'état d'esprit qui continuera à nous guider jusqu'à la fin des travaux parlementaires de la loi Pacte. Ces 2 mesures, sur lesquelles nous avons eu des discussions fortes, me paraissent au fond assez représentatives de la philosophie de la loi Pacte. C'est simplifier votre vie et vous permettre de grandir. Simplifier votre vie en ouvrant un guichet unique pour la création des entreprises qui doit remplacer les différents réseaux existants, sans supprimer l'accompagnement personnalisé et physique, et qui ouvre la voie à la dématérialisation générale des formalités. En lien avec le guichet unique, nous allons aussi instaurer un registre unique dématérialisé pour toutes les entreprises qui évitera notamment aux artisans commerçants de devoir s'enregistrer dans 2 registres différents. Simplifier votre vie, c'est remonter les seuils d'audit qui obligent vos entreprises à recourir à un commissaire aux comptes. Désormais, en dessous de 50 salariés, il n'est pas obligatoire de recourir à un commissaire aux comptes. Vous avez le choix. Et encore une fois, nous rendons le choix et la responsabilité aux chefs d'entreprise. Simplifier votre vie, c'est revoir le statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, et je sais, vous l'avez rappelé, qu'il vous tient à cœur. Nous simplifions les modalités d'évaluation du patrimoine affecté, notamment avec la fin du rapport d'expert en dessous de 30 000 €. Nous assouplissons les sanctions, nous amenons le créateur d'entreprise à choisir entre le statut d'entreprise individuelle et celui plus protecteur de IRL au moment de la création, là où le statut par défaut est aujourd'hui celui d'une entreprise individuelle. Donc, encore une fois, des avancées, en effet, qui montrent que nous vous écoutons attentivement. Vous permettre de grandir, c'est réformer les seuils, 3 niveaux de seuil au lieu de 49, un mode de calcul au lieu de 4 actuellement, un délai d'adaptation de 5 ans avant de devoir appliquer les nouvelles obligations pour éviter tout effet couperet. Vous permettre de grandir, c'est revoir le fonctionnement du droit de suite pour ceux d'entre vous qui sont artisans. Depuis 2016, une entreprise ne peut plus être artisanale au-delà de 50 salariés. Les entreprises qui dépassaient cette limite en 2016 seront radiées du registre des métiers après 5 ans de délai de grâce. Ce serait exclure près de 3 000 entreprises artisanales de leur réseau, et ce serait freiner ceux qui veulent grandir. Pourquoi cesserait-on d'être artisan avec les valeurs, avec le savoir-faire, avec l'excellence que nous connaissons? Parce qu'on dépasse un beau jour un seuil. C'est vraiment punir les entreprises qui réussissent, qui grandissent et qui créent de l'emploi. Et c'est pourquoi nous soutiendrons la suppression pure et simple de tout seuil pour le droit de suite. Et donc les entreprises artisanales pourront, si elles le souhaitent, rester immatriculées au répertoire des métiers sans limitation de durée ni de personnel. Voilà quelques-unes des mesures de libération des énergies que nous portons dans le cadre de la loi Pacte, que nous avons construite avec vous, avec la PCMA, avec l'ensemble des professionnels que nous avons rencontrés. À côté de Pacte, il y a aussi, c'est l'actualité du moment, le projet de loi de finances pour 2019, qui comporte plusieurs dispositions en faveur des artisans et des entreprises, dont la principale est l'entrée en vigueur au 1er janvier 2019 de la transformation du crédit d'impôt compétitivité emploi en baisse de charges pérennes. Je mentionne également
le maintien du prêt à taux zéro, le dispositif Pinel, les taux réduits de TVA dans le bâtiment qui sont prorogés sans modification. Encore une fois, la constance, ça va être la force qui nous permet d'imprimer dans la durée les réformes structurelles que notre tissu d'entreprise attend en fait pour se transformer et pour s'inscrire dans une dynamique de croissance durable et inclusive. Et il va y avoir beaucoup d'attention parce qu'on a déjà mis en œuvre beaucoup de réformes. Il va y avoir beaucoup d'attention au suivi, à la mise en œuvre concrète de l'ensemble de ces réformes et à l'évaluation de leurs résultats. Et donc, ça va être vraiment la focalisation des prochains mois ou des mois qui vont suivre l'adoption de la loi Pacte. Nous avons parlé du RSI, de la réforme du RSI. Nous avons parlé de la réforme en profondeur de notre système d'apprentissage. Je sais que l'ensemble de ces éléments sont absolument cruciaux pour vous et c'est bien qu'ils aient été adoptés, décidés. C'est encore mieux qu'ils portent du résultat et qu'ils vous apportent des améliorations, des simplifications, de la croissance au jour le jour. Voilà, je ne veux pas être plus longue parce qu'on a évoqué beaucoup de sujets, mais j'espère que nous pourrons poursuivre plus à loisir la relation que nous entretenons depuis plus de 10 mois maintenant. Sachez en tout cas que vous trouverez toujours dans mon bureau, avec mes équipes et aussi auprès de moi, toute l'écoute, toute l'attention extrêmement sérieuse, extrêmement attentive sur vos problèmes. Et je vous remercie, je vous souhaite un bon congrès.